Ils ont tous deux été au cœur de l'actualité technologique de cette semaine. Si Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide aux commandes de l'ADER depuis 2017, a été remercié par le président de la République, Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE, lui a été reconduit pour diriger la future Société nationale Sénégal numérique SA. Qui sont ces deux profils? Quels sont leurs parcours respectifs? Quelles ont été leurs actions dans le secteur numérique? Quels sont les défis à relever? Quelle suite envisager? Ce dimanche 13 mars 2022, Ousmane Gueye rouvre les archives en compagnie d'un journaliste spécialisé pour une mise en perspective de la marche du Sénégal numérique. À suivre après les éditions de 7h et 12h sur e-radio. E-Tech, c'est l'émission de Monde qui change présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, plaisir encore une fois de vous retrouver ce dimanche pour les besoins de votre rendez-vous technologique. Ce 13 mars 2022, nous consacrons donc un focus à ces deux acteurs de l'écosystème numérique de notre pays, Papa Amadou Sarr et Cheikh Bakhoum. Tous deux sont régulièrement intervenus dans cette émission pour nous partager leur regard, leurs rêves, leur appréhension, leurs doutes, leurs hésitations parfois sur la marche du numérique au Sénégal et en Afrique. Tous deux ont fait preuve d'une grande ouverture d'esprit quant à la nécessaire critique autour des actions digitales posées et apposées avec les ressources publiques. Tous deux, enfin, ont fait l'actualité cette semaine. On l'a dit, un limogeage pour l'ancien haut cadre à la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, à l'Organisation de coopération et de développement économique, entre autres, reconduction pour l'ancien chef du service informatique de la présidence de la République, Cheikh Bakhoum, devenu le premier directeur général de Senem SA, la nouvelle société nationale appelée à rentabiliser notamment les investissements de l'État. Au son des archives de e-Tech, nous allons nous arrêter sur ces deux hommes avec beaucoup de questionnements en guise, vous l'aurez compris, de perspective. Jo Maron, bonjour. Bonjour Ousmane Gueye. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui ce dimanche pour décrypter cette actualité. Vous allez nous accompagner tout au long des 2 fois 25 minutes à venir. Journaliste spécialisé dans les TIC, membre du réseau des journalistes IT du Sénégal, chef du service digital à la RFM, une radio sénégalaise appartenant au groupe Futur Média que l'on connaît très bien évidemment. Vous êtes par ailleurs formateur dans les métiers de l'information et de la communication, spécialiste également du journalisme d'investigation. Vous suivez l'actualité du numérique dans notre pays. À ce titre, c'est d'ailleurs à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui pour démarrer ce numéro spécial, entendre ou réentendre un extrait de la première interview que Papa Amadou Sarr avait accordé à e-Tech. C'était en mars 2019. Il annonçait déjà les grandes lignes de son magistère. Je vous retrouve dans un instant, Jo Maron, pour le commentaire. Comme vous l'avez dit, nous avons commencé nos activités très exactement le 8 mars 2018 et il a fallu travailler très dur, matin et soir, jour et nuit. Il nous est arrivé de travailler des fois jusqu'à 4 heures du matin en comité d'investissement ici à Dakar, mais aussi dans les régions. Et tout cela avec une équipe jeune, motivée, avec une moyenne d'âge de 30-32 ans, composé d'ingénieurs, de banquiers, de financiers, de juristes, d'économistes, de statisticiens, avec presque, je dirais, 40 à 50% qui sont originaires ou venus de la diaspora accompagner notre travail. Cela aussi a été facilité par le travail que nous avons eu à faire avec nos partenaires au niveau national, mais aussi international, notamment les banques. Moi, quand j'ai été nommé à ces postes, je me suis dit, je vais mettre en place un écosystème en partenariat avec les acteurs existants. J'ai été voir ce que vous avez dit, c'est TIC, Jocolab, Impact Dakar, pour ne nommer que cela. Mais ce que je souhaite pour l'écosystème sénégalais, pour les start-upers sénégalais, les entrepreneurs sénégalais, je ne l'ai pas encore vu ici sur la place à Dakar, sur le plan technique, sur le plan de l'accompagnement, sur le plan de financement. Mais au-delà, sur le plan de l'espace. C'est des structures qui sont dans des maisons ou dans des appartements qui sont à l'étroit, qui sont exigus. Nous voulons mettre en place aussi une Fab Lab avec des machines de découpage au laser, comme mes amis me disent, des imprimantes 3D, où il y aura l'intelligence artificielle, la technologie blockchain, etc., etc. Nous avons des ingénieurs en agriculture, en élevage, en pêche, en santé, en fintech, qui vont avoir des labos pour pouvoir accompagner les start-upers pour développer leurs produits, pour faire le merchandising de ce produit et pour trouver des marchés, des débouchés pour les vendre. En plus de cela, Ousmane, nous allons avoir des salles de réunion multifonctionnelles, des salles de conférence, un amphithéâtre, des bureaux privés pour des entreprises qui vont venir travailler là-bas. On va avoir des banques qui vont être là sur la place avec eux. On va avoir la poste, on va avoir des cafés, je ne vais pas dire le nom, de ces structures qui vont être là pour que tout l'environnement soit mis en place. Un espace de sport, des restaurants, mais aussi un espace de garderie
garderie d'enfants pour que les gens puissent laisser leurs enfants là-bas, aller travailler. Papa Amadou Sarr, qui part donc, Jo Maron, cette semaine, c'était imprévisible comme actualité? Oui, je vous remercie Ousmane. Ce qu'il faut retenir tout simplement, je pense que le limogeage du patron de la DER quand même a surpris des milliers de personnes. Moi qui suis aussi passionné des TIC, moi qui suis passionné un peu de l'entrepreneuriat, j'avais aussi la même surprise et une surprise aussi désagréable. Il faut retenir Ousmane. Pape Amadou Sarr, il n'a pas été limogé parce qu'il n'a pas été compétent. Ce n'est pas le cas. Donc il a été limogé parce que peut-être il a tenu d'autres propos, mais ce n'est pas dans le cadre de son travail qu'il a été limogé. Ce qu'il faut retenir quand même, que c'est une actualité et on doit en parler, voir un peu ce qu'il a pu faire et ce qu'il avait envie de faire. Pour moi, c'est ça qui est essentiel et quand même, il avait posé des jalons quand même pour vraiment appuyer un peu les entrepreneurs, que ce soit hommes, que ce soit femmes. Papa Amadou Sarr, c'était un style de management particulier, une vraie réactivité. Ça lui avait d'ailleurs valu des félicitations ce même mois de mars 2019 à Diamniadio. Écoutez. C'est une équipe jeune qui a été dynamique sous la conduite de votre très remuant délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Pape Sarr. Il ne faut pas lui en vouloir puisque c'est ça la nouvelle génération. C'est-à-dire d'abord c'est une culture anglo-saxonne qui est très différente de la culture latine classique. Mais grâce en tout cas à ce style de management, il a su intéresser une jeunesse dynamique, très bien formée et qui a été très engagée. Je vous ai suivi dans les profondeurs du Sénégal. Important ce style détendu, une centralité en quelque sorte faite autour du numérique avec une digitalisation à tout va. Oui, il faut le retenir Ousmane. Je pense que je peux retenir tout simplement par rapport à quelques actions qu'il a eu à poser quand même. Il faut retenir cette annonce forte qu'il a eu à faire concernant un peu le centre d'incubation, le plus grand d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, de celui qui devrait être livré début 2023. Exactement. Ça quand même, ça fait partie de ce qui a retiré toute mon attention par rapport au projet, aux idées qu'il avait émises, tout ça. Et malheureusement, il est parti, mais quand même, il est parti en laissant derrière lui quand même des projets phares. Et j'espère que la personne qui le remplace quand même pourra en tout cas continuer le travail qu'il avait déjà posé. Il faut reconnaître que je l'ai suivi, en tout cas à l'intérieur du pays, dans les zones les plus reculées quand même. Nous avions toujours des échos par rapport à des tournées, par rapport à l'appui, par rapport à des filières comme l'anacarde, entre autres. Et vous savez tous que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui veulent maintenant faire dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il avait compris ce qu'il fallait faire, ce que les jeunes voulaient. Et il était quand même sur le bon rail, sur la bonne voie pour accompagner ces jeunes. En tout cas, par rapport au bilan quand même, si je peux m'arrêter un peu sur ça. Oui, bien sûr. Il a injecté énormément d'argent, on le sait. Même si aussi il y avait quand même quelques critiques que les gens faisaient à l'endroit de ce manager aussi. C'est surtout par rapport au remboursement. Parce qu'il faut retenir qu'il avait injecté beaucoup d'argent, mais il avait des difficultés pour récupérer cet argent-là qui a été injecté auprès de jeunes entrepreneurs. D'où les 4 P d'ailleurs qui ont fait l'actualité: prison, procureur, préfet et police, voilà. Donc c'était ça en fait. Je pense que s'il faut lui reprocher, s'il faut faire des reproches, je pense que c'est sur ce volet-là. Parce que ça fait peur. Ça fait peur, ça peut faire peur quand même. Mais la question que j'aimerais un peu me poser, c'est pour comment on peut par exemple financer des gens qui ne remboursent pas. Comment a été fait ce choix? Moi, c'est un peu les interrogations que j'avais quand il a un peu annoncé tout cela. Mais il faut reconnaître quand même sur le plan quand même bilan, il a fait énormément de choses. Il faut le reconnaître. Et d'ailleurs sur cette stratégie, nous lui avions posé la question il y a quelques mois et voici sa réponse. Quand les personnes récalcitrantes n'ont pas voulu rembourser, nous leur avons mis en relation avec les autorités compétentes, notamment la gendarmerie, les procureurs, et ils ont remboursé. Et aujourd'hui, quand nous ne pouvons pas réellement recouvrer les ressources, on a ce partenariat avec les services compétents, mais aussi avec la Société nationale de recouvrement. Comme j'aime à le répéter régulièrement, c'est l'argent public, c'est de l'argent dû et on va rembourser tôt ou tard. Donc, pour moi, le plus important, je mets le focus sur ceux qui travaillent, qui remboursent, qui sont dynamiques. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que nous avons plus de 100 000 entrepreneurs qui travaillent dans l'ensemble du pays grâce à la DER, grâce à cet accompagnement. Et aujourd'hui,
Avant la Covid, nous avions un taux de remboursement de plus de 70%. Bien entendu, avec les rééchelonnements et les suspensions de remboursement, le taux est faible. On doit être autour de 40-50%. Mais j'en suis sûr, avec la reprise des activités économiques et la chute, je dirais, des nombres de contaminations de la Covid, l'activité économique a repris. Nous allons reprendre les recouvrements et je parie qu'en 2022, les choses seront beau fixes. Jo Maron, journaliste spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, chef du service digital de la RFM au Sénégal, est notre invité spécial ce dimanche 13 mars 2022. Et bien entendu, nous revenons sur cette double actualité qui a agité le secteur du numérique, particulièrement au Sénégal. Le limogeage du délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Papa Amadou Sarr, d'un côté, et la promotion en quelque sorte pour Cheikh Baroum, directeur général de l'ADIE, devenu le nouveau, sinon le premier boss de Senamessa, Senam ou Senuma. Tout cela devra être calé dans les prochains jours. En tous les cas, la nouvelle société en charge notamment des surcapacités de l'ADIE, bien entendu, ça ne se résume pas qu'à cela, mais on peut le dire pour vous donner une idée et avancer un peu. L'ADER, quel bilan, on l'a dit avec Jo Maron. Dimanche dernier, le désormais ex-délégué général à l'entrepreneuriat rapide nous avait accordé sa dernière interview en tant que patron de l'ADER, mais ça, ni lui ni nous ne savions. À la question de savoir ce qu'il retenait le plus de ses actions au bénéfice des femmes et des jeunes, voici sa réponse. Alors, le meilleur souvenir de ces 4 ans, c'est, je pense, une fois quand on était dans le sud, je pense que vers Sédhiou ou Ziguinchor, quand une dame qu'on avait financée à l'époque pour un peu plus de 3-4 millions de francs CFA, qui avait un business quasiment moribond, qui après 2 ans et demi, quand on était passé, était là, était quasiment comme une championne dans son secteur, dans son domaine, et qui employait plus de 7 personnes et qui priait pour nous, l'ADER et le président Macky Sall, en disant que c'est grâce à l'ADER et à cette vision qu'aujourd'hui qu'elle a retrouvé sa dignité, qu'elle travaille, que ses enfants vont à l'école. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel pour moi. L'ADER, un mécanisme de financement pour les femmes et les jeunes. Pour les femmes, il n'y a pas de limite d'âge. Pour les jeunes, il y a bien entendu une limite. Parce que pour qu'on reste jeune, vous êtes d'accord, Jo Maron, il faut quand même une limite d'âge. Mais est-ce que ce n'est pas ça peut-être l'un des principaux blocages? Il faudrait quand même, je pense qu'il faudrait au moins dire le financement de tout qui a un projet, de toute personne qui a un projet, de tout entrepreneur qui a quand même envie de développer son business. Parce que quand on s'arrête par exemple à cette limite d'âge, il faut retenir tout simplement qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui font dans l'entrepreneuriat et ces gens-là n'ont pas de moyens. Pourtant, ils ont par exemple de pertinents projets. Mais s'ils n'ont pas les moyens, je pense que ça pose problème. Pour moi, l'ADER devrait quand même élargir tout ce champ, c'est-à-dire toute personne aujourd'hui qui a envie d'entreprendre, ou bien toute personne qui est déjà dans l'entrepreneuriat, qui a envie de développer, qui a envie par exemple de créer des emplois et qui a son business qui est là, qui est fiable pour moi. Est-ce que pour chaque classe d'âge, on ne devrait pas par exemple avoir un type de financement bien adapté? Parce que bien entendu, il faut que chaque mécanisme de financement ait ses critères et son champ d'intervention. Moi, je suis d'accord quand on dit que l'ADER va financer toutes les personnes qui ont, par exemple, des projets. En même temps, c'est vaste, ça. Oui, mais c'est vaste, mais bon, pour moi, ça, vous donnez la chance à toutes ces personnes-là. Parce qu'on ne peut pas dire que voilà... Mais de l'autre côté, il y a des mécanismes de financement qui ne sont pas peut-être frappés par la limite d'âge, qui sont là. Oui, il y en a, mais tel que l'ADER, avec toutes ces initiatives, toutes ces innovations, moi, je pense aujourd'hui, comme vous, comme moi en tout cas, je fais partie des personnes, j'ai envie d'avoir même des financements au niveau de l'ADER. J'ai envie aussi que peut-être mon grand frère qui s'active dans les champs, au village, qui a au moins 40 ans, 50 ans, qu'il puisse au moins avoir un financement auprès de l'ADER. C'est une façon de nous dire que vous n'êtes plus jeune? Je ne suis pas jeune. Vous savez que je ne suis pas jeune. Non, ça, je ne le savais pas. Même si, bon, si j'étais jeune aussi, bon, moi, je dis qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas jeunes et qui ont envie quand même au moins de bénéficier de financement. Parce que le problème que beaucoup d'entrepreneurs ont aujourd'hui, c'est quoi? C'est les procédures qui sont devenues très difficiles. Si on veut, par exemple, avoir un financement auprès d'une institution financière, auprès d'une banque, vous savez que la procédure est très longue et très compliquée. Pour moi, toute personne quand même, avec l'ADER quand même, toutes les personnes là qui ont envie au moins de développer quelque chose devraient au moins avoir un financement auprès de l'ADER pour développer un peu tout ce qu'ils ont envie de développer, quoi. Oui, est-ce que ce n'est pas finalement les notions de jeunesse,
de vieillesse qu'on devrait plutôt revoir quand on se trouve dans un contexte géographique qui s'appelle l'Afrique. Est-ce que finalement on ne définit pas la jeunesse au Sénégal en nous inspirant d'autres pays alors que les réalités sociologiques ne sont pas les mêmes? Les réalités ne sont pas les mêmes. Ailleurs, hein, on peut par exemple dire qu'un jeune de 20 ans, c'est sûr que ce jeune-là, il a 20 ans. Et ici au Sénégal, vous savez comme moi que par exemple, un jeune que vous considérez avoir l'âge de 20 ans, il a 25 ans peut-être. Donc pour moi, je pense qu'il faut revoir un peu cette notion de définition de la jeunesse qui est jeune, qui n'est pas jeune. Mais moi, je pense que tout ça, peut-être il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est comment vraiment on devrait aider ces milliers de personnes-là qui, du matin au soir, peinent à avoir de l'emploi. Et pourtant, ces jeunes-là espèrent avoir au moins un financement. Il suffisait tout simplement qu'on leur donne, par exemple, un petit financement. Ils n'ont pas besoin de grandes choses, hein, d'un grand montant, non. Il suffit tout simplement de leur montrer la voie. Ils ont un petit montant et là, ils peuvent développer des choses qui peuvent au moins être impactantes, par exemple, sur la vie des populations. Qu'est-ce qui, par exemple, empêcherait les différents ministères à mettre en place, par exemple, un fonds dédié pour les startups qui travaillent dans leur domaine? Par exemple, j'avais posé la question au conseiller technique en charge des systèmes d'information du directeur général de Sénélec, Soulegué, qui est passé dans cette émission. Vous avez parlé des startups. Déjà, je pense qu'il y a un projet très ambitieux, hein, même une loi d'ailleurs, hein, qui a été votée pour aider un peu les startups. La Startup Act. Voilà, vous avez soulevé une idée très pertinente. Mais moi, je pense que même si, par exemple, ces ministères-là avaient un fonds pour financer un peu ces jeunes entrepreneurs-là, les startups, est-ce que ça va passer dans les règles normales? Parce que très souvent, quand vous discutez avec des jeunes, nous avons l'habitude d'interroger des jeunes qui développent un peu leur activité. Le problème que ces jeunes-là évoquent, c'est que moi, je ne sais pas par où passer. Comment je peux faire pour avoir du financement? Est-ce que si je pars, est-ce que je vais... Il n'y a pas de lisibilité. C'est ça le problème, c'est un problème de transparence, c'est un problème de communication, c'est un problème vraiment de sensibilisation. Les jeunes veulent, les personnes veulent au moins créer des business, mais comment on peut faire pour bénéficier un peu de ce financement-là? Si par exemple, vous mettez par exemple un fonds dans chaque ministère, si l'information n'est pas bien reçue auprès de la population, ça va toujours poser problème. Vous savez qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont là, qui ne savent pas. Et pour souvent même, ils te disent, moi, on m'a demandé un business plan, j'ai rédigé mon business plan, j'ai déposé, mais depuis des années, depuis des mois, j'arrive pas à avoir un financement. Bon, c'est bon, Ousmane, de penser, d'initier, mais je pense qu'il faudrait passer à l'étape essentielle, c'est la concrétisation de tous ces projets-là qui ont été mis en place. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faut au moins vraiment qu'il y ait la transparence aussi sur l'octroi de financement par rapport à ces porteurs de projets. E-Tech, une émission proposée et présentée par Ousmane Gueye sur e-Radio. Cher Bahoum, le piège de l'usure technologique pour celui qui occupe le fauteuil principal à l'ADIE depuis 8 ans maintenant. Cher Bahoum, en tout cas, moi, je l'ai suivi un peu et je sais qu'il a posé énormément de choses et c'est quelqu'un de passionné aussi. Il est très passionné en parlant un peu des technologies de l'information, de la communication, de l'écosystème d'une manière générale. C'est vrai, lui seul, il ne peut pas aller, hein. Il faut d'autres visages, mais d'autres visages qui l'accompagnent. Et je sais qu'avec il peut dire vraiment quand il va faire son bilan que sous mon magistère en tant que directeur général de l'ADIE, qu'on a eu un data center, un centre de données quand même, que le gouvernement du Sénégal au moins dispose d'un centre de données. Ça quand même il faut dire que c'est sous son magistère. Mais il faut dire aussi avec Cheikh Bahoum quand même il a beaucoup de pain sur la planche, Ousmane. Les chantiers sont énormes et je pense avec la nouvelle société certainement il va essayer de rectifier parce qu'il y a énormément de choses à rectifier. Je te donne un exemple. Dans l'administration sénégalaise, Ousmane, nous avons toujours des problèmes pour avoir des documents, des papiers, avec le problème de dématérialisation. C'est pas encore une véritable... c'est pas encore concret au Sénégal. Ousmane, comment vous pouvez accepter, par exemple, moi qui suis né, par exemple, à Fatick, je vis à Dakar, j'ai besoin, par exemple, d'un casier judiciaire. Il faut aller jusqu'à Fatick pour régler le casier judiciaire. Je suis né, par exemple, peut-être à Diohine, je sais pas, Tataguine, ou bien je donne tout juste une localité. Il faut, pour avoir un extrait de naissance, faire le déplacement. Il faut signaler pour nos auditeurs géomarones qu'il y a un début de solution à toutes ces préoccupations, mais est-ce qu'après tout, ça ne revient pas aux administrations concernées d'initier par exemple de telles réflexions, de solliciter l'intervention de l'ADIE? Mais beaucoup d'initiatives ont été faites, Ousmane. Il y a le ministère des collectivités territoriales qui parlait un peu de la numérisation de l'état civil. Mais depuis quand on parle de ça, Ousmane? La direction aussi de l'état civil aussi a évoqué
évoqué ce projet-là, c'est depuis des années. Mais jusqu'à présent, les gens vivent cette réalité-là. Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADE, l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, est notre invité ce dimanche sur e-Radio, informaticien en chef de l'État du Sénégal depuis 2014. Nous le recevons sur e-Radio ce 5 mai. Nous avons un centre de données écologiques. C'est vraiment que nous avons des installations aujourd'hui, ce qui nous, dans le domaine énergétique, qui permettent de baisser l'utilisation de l'électricité, notamment sur la partie climatisation. Nous avons un système cloisonné au niveau des centres techniques, au niveau donc des salles machines, donc un système de pods. Et dans ces pods, donc la climatisation arrive directement au niveau de nos installations. Donc ce qui nous permet d'éviter de climatiser vraiment toute une salle quand on sait vraiment ce que représente le coût de cette consommation énergétique pour les data centers. Parce que c'est des salles qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité de plus de 99,99%. Donc ce qui vraiment, si on n'a pas des installations optimales, nous ne pouvons pas arriver à économiser de l'énergie. On a aussi quelques installations solaires au niveau du data center, ce qui nous permet vraiment de dire que nous avons essayé au mieux d'optimiser la consommation énergétique, ce qui en fait un centre plutôt écologique. Mais pourquoi pas le tout solaire? C'était quoi le problème? Alors, le tout solaire, aujourd'hui, ça peut être compliqué. Parce que clairement, pour avoir une centrale, en tout cas solaire, qui puisse faire fonctionner le data center 24 heures sur 24, il va falloir consommer beaucoup de panneaux solaires et clairement... et avoir beaucoup d'espace aussi, j'imagine. Avoir beaucoup d'espace, cet espace-là, nous n'en disposons pas. Et donc, on est allé plutôt sur une version hybride. Mais ça va changer quoi, ce data center? D'abord, une première question sur ce volet-là. Vous en avez déjà un dans vos locaux à Pékin. Ce nouveau data center, il va changer quoi? Alors, le data center, il faut savoir que c'est pour la première fois que l'État du Sénégal a construit un bâtiment exclusivement dédié aux normes pour héberger ces données. Sinon, pour la plupart de nos administrations, ils disposaient de locaux techniques pour pouvoir faire l'hébergement de leurs données. Et très souvent, ces locaux techniques ne répondent à aucune norme en termes d'hébergement, en termes de vraiment qualité de cet hébergement, en termes de disponibilité en tout cas du service. C'est tout cela que nous avons considéré pour bâtir le premier data center aux normes exclusivement dédié à l'hébergement de nos données. Donc clairement, c'est une première pour notre administration, et je pense que aujourd'hui l'infrastructure que nous avons bâtie, c'est également une première dans la sous-région, au vu de la qualité des travaux, au vu également de la taille, en tout cas des salles qui vont pouvoir accueillir les données de l'administration, mais également les données donc du secteur privé national comme international, parce que nous voulons bâtir vraiment un vrai modèle économique qui puisse placer le Sénégal comme un hub en termes d'hébergement de données dans notre continent. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-Radio. Jo Maron, journaliste d'investigation spécialisé dans le digital et chef du service TIC de l'ARFM du Sénégal, est notre invité pour reparler de nos déjà invités ce dimanche sur e-Radio. Une pause de 25 minutes. Rendez-vous après le journal pour la seconde partie.
Tech, Ousmane Gueye sur iRadio. Formateur spécialisé dans le journalisme d'investigation, mais d'abord connu et reconnu comme journaliste IT, Jo Marone nous tient compagnie depuis 25 minutes dans iTech sur iRadio pour commenter les parcours de Papa Modou Sarr, le ci-devant délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, et Cheikh Baroum, 2 fois directeur de l'ADE et directeur général de Senem SA, la nouvelle société en charge des surcapacités de l'agence en question. Pour simplifier, s'ils ont marqué l'actualité technologique cette semaine, bien évidemment que ce n'est pas de la même manière quand l'ancien fonctionnaire international quitte la DRFJ après un limogeage par le président de la République. Cheikh Baroum, lui, reste à la tête de l'ADE. En quelque sorte, donc pour le moment, on voit plus une reproduction que de l'innovation avec ce nouveau poste. Très rapidement, on reste sur Cheikh Baroum, bien entendu, Jo Marone, promu à la tête de cette société nationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son bilan? Vous nous l'avez dit d'un trait tout à l'heure, mais globalement, quand on parle de l'ADE, on doit en retenir quoi exactement? Quand on parle de l'ADE, il faut retenir au moins que cette envie, par exemple, d'innover un peu, de changer dans la façon dont l'administration fonctionne au Sénégal. Quand on parle de l'ADE aussi, il faut penser par exemple à cette professionnalisation au moins de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans nos services, par exemple, administratifs. Mais ce qui m'inquiète souvent avec tous ces projets-là qui ont été annoncés, c'est un peu ces difficultés-là que les gens ont toujours par rapport à les lenteurs administratives, à l'usage du papier, par exemple, volant, tout ça. Je pense qu'on devrait dépasser cette situation-là. Il y a des pays... Mais comment la dépasser? Comment la dépasser dans un pays où on tient encore énormément au papier? On la dépasse comment? Par quels outils? Il faut une sensibilisation ou bien il faut une énième circulaire présidentielle? Il faut la sensibilisation, il faut la formation, il faut aussi vraiment beaucoup de formation, ça il faut le retenir, il faut beaucoup de formation, mais il faut aussi mettre un peu dans la tête de l'administration, des agents de l'administration, cette culture du numérique, quoi. Parce que c'est ce qui pose toujours problème, c'est-à-dire la culture du numérique. Il faudrait au moins que ces agents-là agissent en tant que passionnés du numérique. Mais Ousmane, vous vous rendez compte que dans certaines administrations, dans certains services de l'administration, les gens qui utilisent toujours le mail personnel, on doit dépasser ça. Pour moi, on en a tellement parlé, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas entendre. Mais est-ce qu'on ne devrait pas peut-être voter une loi, pas criminaliser, mais au moins voter une loi que ceux qui enfreignent un peu les règles sachent qu'il y a des sanctions qui les attendent? Et cette loi-là, c'est une nécessité. Cette loi-là, c'est une nécessité, c'est une urgence. Il faut penser à ça. Maintenant, si par exemple, en tout cas, tout le monde est d'accord que très souvent, les lois aussi souvent ne règlent pas grand-chose. Pour moi, c'est ça. Il faut la sensibilisation, surtout la formation. Mais s'il y avait une loi aussi qui accompagne un peu ces projets, ces idées-là, je pense que les gens devraient un peu changer carrément de démarche de fonctionnement. Mais quand même, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler concernant un peu c'est l'usage un peu du numérique, l'usage un peu de la technologie. Même si on voit au plus haut sommet le chef de l'État qui en parle, qui pose des jalons, qui, en tout cas, à chaque fois quand il fait une sortie concernant le numérique, vous avez devant vous quelqu'un au moins qui veut faire. Mais est-ce qu'il est suivi normalement? Est-ce que les gens qui doivent concrétiser tous ces projets-là quand même le font d'une manière générale? Je dis non, ils ne le font pas. Parce que quand même, j'ai soulevé tout à l'heure là, cet usage-là du mail, par exemple, personnel à la place du mail professionnel. Je parlais un peu de l'usage, un peu de son autre domaine, par exemple, en .sn. Et jusqu'à présent, vous savez qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'institutions qui utilisent en .com, en .net. Et ça, c'est inacceptable pour moi dans un pays où quand même on privilégie, par exemple, ou bien on met l'accent sur l'usage du numérique. Mais qui doit rappeler à l'ordre tout le monde? Mais le chef de l'État, il doit quand même rappeler à l'ordre. Il veut un pays connecté, 100% connecté. Et pourtant, derrière, il y a toujours des traînards en fait. Des gens qui ne suivent pas la troupe. Et pourtant, ça ne devait pas être comme ça. Il faudrait vraiment que les gens la suivent parce qu'il y a des idées très pertinentes
On voit un pays très connecté à l'instar d'autres pays qui sont très en avance. Quand vous comparez le Sénégal à d'autres pays que je ne veux pas citer, mais vous savez que nous sommes très en retard par rapport à l'usage du numérique, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, qu'on peut saluer au passage. Si on en reste sur la nouvelle société, à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre dans la mesure où au moins les deux têtes de l'ADIE, le PCA et le directeur général ont été reconduits pour diriger la nouvelle société. Dans ces conditions, à quel changement s'attendre? Peut-être côté organigramme, certainement il faut des têtes, il y en a ici, des ingénieurs, il y a des gens de valeur qui sont là, qui savent gérer des bons managers aussi. C'est vrai que, Cheikh Baroum était là, M. Sen, vous avez fait allusion à M. Sen, le PCA, mais je pense qu'il faudrait quand même avec de nouvelles têtes qui vont accompagner ces gens qui étaient déjà là. Parce que aussi, moi, je crains très fort, très souvent, quand vous mettez en place une nouvelle société et que vous nettoyez tout, parce que là, vous appelez les gens à recommencer à zéro. Mais nettoyer, c'est fort. Ah oui, mais quand on change complètement la tête, le cerveau de l'entreprise, vous amenez une nouvelle, d'autres têtes, tout ça, avec une société qui doit faire dans la continuité, je pense vous appelez les gens à recommencer, à reprendre. Et là, ça va un peu retarder un peu les choses, quoi. Et pour moi, les choses doivent passer vite parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Oui, et globalement, au-delà de l'ADIE, de l'ADER, maintenant, quelle synergie entre ces différents mécanismes? Parce qu'après tout, ça reste le Sénégal numérique. Oui, c'est le Sénégal numérique. C'est des acteurs aussi qui sont là, qui sont passionnés, qui font le travail. Maintenant, il faudrait tout simplement, je pense, avec cette nouvelle société aussi, Ousmane, vous l'avez dit, au moins impliquer, je pense, tous les acteurs de l'écosystème. Pour moi, cette société-là, ça doit dépasser le cadre, peut-être administration, tout ça. Mais je pense que même dans le conseil d'administration, il faudrait impliquer tous les acteurs, quoi. Au moins que chaque acteur de chaque, filière, au moins se retrouve dans, par exemple, cette nouvelle société. Parce que c'est une société nationale. Ce n'est plus maintenant une agence, ce n'est pas une autorité, c'est une société nationale qui aura en charge certainement tout ce qui est numérique, entre autres, au Sénégal. Pour moi, tous les acteurs doivent se retrouver dans cette nouvelle société. Si jamais on n'arrive pas à impliquer tous ces gens-là, il y aura toujours des manquements, il y aura toujours des difficultés. Dans la dernière interview en tant que directeur général que Cheikh Baroum nous avait accordé, il avait justement abordé ce point. On l'écoute et on se retrouve juste après. Maintenant, pour répondre à cette première question, je pense qu'il est très important de souligner que l'idée de remplacement de l'ADIE par une société nationale en charge de l'ensemble des infrastructures numériques de l'État, en charge également de la transformation digitale de l'État du Sénégal, relève d'une initiative du gouvernement, donc qui a entamé une large réflexion sur le changement de statut juridique de certaines agences ayant une haute potentialité, donc à valeur ajoutée. L'objectif de cette réforme est de favoriser une meilleure adaptation au contexte actuel qui nécessite la constitution d'un support efficace à l'endroit des structures de l'État et de l'ensemble de ses démembrements. Donc, comme vous le savez, le numérique a pris une nouvelle dimension qui impacte positivement tous les secteurs socio-économiques. Notamment dans la délivrance des services publics de qualité destinés aux usagers sénégalais. Donc il faut enfin donc saluer la démarche participative des autorités, donc que ce soit le président de la République, le gouvernement, mais également donc le ministère en charge des TIC. Donc on a bien voulu quand même associer l'agence de l'informatique de l'État dès le jaillissement de cette idée. Et c'est le moment de reconnaître que l'essentiel de nos préoccupations qui se trouve être celles des autorités en faveur de l'ensemble de l'écosystème numérique ont été prises en charge. Le tout sans oublier le citoyen
qui est le principal bénéficiaire des services publics. Vous l'avez relevé, hein, il y a eu l'implication de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, que vous dirigez, Cheikh Bakhoum, depuis 2014. Mais l'initiative en premier est venue de qui? Est-ce que c'est en certain moment l'ADIE qui a pensé, parce qu'on a suivi un peu l'actualité avec les surcapacités qu'il fallait mettre à la disposition de l'écosystème? À partir de ce moment, est-ce que l'initiative est venue de l'ADIE ou du gouvernement? Ce serait important qu'on sache un peu pour la genèse du projet. L'ADIE fait partie de l'État et donc c'est l'État dans sa globalité, comme je vous l'ai rappelé tantôt dans votre question précédente. Mais c'est venu de quelqu'un forcément, ou d'un acteur ou d'une institution principalement? Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est la volonté du chef de l'État. Donc le président Macky Sall, dans son souci vraiment de rationaliser les structures de l'État, de faire tendre certaines structures vers des centres de profit. Je pense que c'est ce qui a justifié aujourd'hui le fait qu'une entité comme la nôtre, qui regorge de potentialités extraordinaires, puisse vraiment se muter en société nationale pour non seulement accélérer les choses dans tout ce qui est digitalisation au niveau de l'État, mais également permettre au secteur privé d'avoir accès à toutes ces ressources informatiques qui sont quasiment inépuisables, en tout cas aux entités privées, mais également à tous les Sénégalais qui aujourd'hui ont besoin du numérique pour développer leur activité. Avant d'aller plus loin d'ailleurs, quelle est la bonne appellation? Suppression, dissolution, mutation? Non, l'ADIE va être une société. L'ADIE va disparaître. Voilà, elle sera, clairement. Elle sera dissoute, hein? Donc elle sera remplacée par la nouvelle société Sénégal Numérique SA. Sénégal Numérique SA, qui sera maintenant la nouvelle entité en charge de mettre en œuvre la politique digitale définie par le président de la République, Macky Sall. Cheikh Bakhoum, sur la nouvelle société, elle existe, hein? On attend qu'elle démarre pour voir à quoi cela va ressembler. Mais à côté de cette CNUM, il y a le data center, le centre de données du Sénégal à Diamniadio, on en parlait déjà. On a, c'est vrai, un centre pour gérer nos données, stocker nos données, mais faudrait-il, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on les préserve, que peut-être on outille davantage la CDP, parce qu'après tout, on parle de données, même si ce ne sont pas des données personnelles. On le précise pour l'auditeur. Quand on a inauguré le data center, j'ai vu tout le monde qui était content, les gens parlaient de victoire, ils fêtaient en fait cette inauguration-là. J'avais fait un petit post pour dire attention, moi j'ai des craintes, j'ai peur. Quand on m'a dit pourquoi vous avez peur, j'ai dit un data center c'est quelque chose de très stratégique, c'est quelque chose de très important. D'invisible, je vous vois venir. Quelque chose qui doit être caché quelque part, Ousmane. Un data center c'est le cerveau, du fonctionnement de l'État sénégalais. Parce que si toute l'administration aujourd'hui met entre les mains de ce data center là ces données, pour moi c'est quelque chose de très important. Il faut cacher ça. Autre crainte aussi que j'avais exprimé, j'avais dit... Mais peut-être qu'en dupliquant l'infrastructure, c'est prévu, peut-être qu'on va contourner un peu cet écueil dont vous parlez. Mais peut-être, mais oui ou mais non. Peut-être oui, peut-être non. Mais autre problème, Ousmane, c'est-à-dire l'infrastructure qui a été utilisée pour créer un peu ce data center-là, c'est pas quelque chose qui nous appartient. Les Chinois ont été cités dans la création de l'infrastructure en tant que telle. Et vous savez que, Ousmane, au niveau de la CEDEAO, il y avait... Elle nous appartient, mais il y a l'implication d'un pays étranger, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Et donc, ça veut dire quoi? Que nous n'avons pas l'autonomie. Nous ne sommes pas maîtres de nos données? Nous n'avons pas cette autonomie numérique. Nous ne sommes pas, comment ça s'appelle, libres dans l'usage de ce que... Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes peut-être suspicieux outre mesure? En tout cas, j'ai des craintes. Sérieusement, j'ai des craintes. Parce que moi, je pense tant qu'on n'atteint pas un peu, tant qu'on reste un peu dans cette situation-là de dépendance, en parlant un peu de technologie, il faut toujours attendre, par exemple, à des surprises. Peut-être ça peut être des surprises désagréables. Nous, aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est de quoi? C'est de tout faire pour avoir ce qu'on appelle la souveraineté numérique. C'est ce qui nous manque, Ousmane, nous n'avons pas ça. Que ce soit sur le plan infrastructure, nous n'avons pas cette souveraineté numérique. Que ce soit sur le plan de l'hébergement,
l'hébergement, on a fait des efforts parce que data center là, mais ça ne règle pas le problème. Nous devions au moins aujourd'hui nous contenter au moins des dizaines de data centers qui appartiennent à l'État du Sénégal. Ça nous permettra au moins de pouvoir gérer nos données sans pour autant dépendre de l'autre. Mais vous savez comme moi que beaucoup de nos infrastructures dépendent de l'extérieur. Et que faire des data centers des opérateurs qui sont également là? Mais bon, c'est pas mal, mais toujours, ça ne règle pas le problème. Parce que moi, je dis, au moins dans d'autres pays, les gens peuvent aller jusqu'à 10 data centers, Ousmane. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas assez de data centers. Même si la Sonatel, je ne veux pas faire la pipe, détient un peu déjà sur le data center. Je pense l'opérateur aussi, Free aussi. Il y a ce data center qui nous appartient en tant qu'État. Mais je pense que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Comme nous sommes un pays qui tend vraiment à aller vers le développement de l'écosystème du numérique, de la technologie, je pense qu'on doit dépasser carrément cette étape-là. Nous devons au moins nous contenter de plusieurs data centers. Et aussi, voir un peu, parce que nous n'avons pas un problème avec les personnes. Nous n'avons pas un problème avec les experts. Nous avons autant d'experts sur cet écosystème-là. Mais si, par exemple, nous dépendons toujours de l'extérieur, c'est là où ça pose problème. Le rôle, globalement, pour terminer là-dessus, du ministère de l'économie numérique qui coiffe un peu, qui exécute la politique du secteur? Et qui doit faire beaucoup d'efforts d'abord. Le ministère doit faire énormément d'efforts. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même que le ministère doit rectifier. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de jeunes. Quand je prends un petit exemple de la Chine, je fais souvent des recherches. Et je tombe sur un article qui me dit un jeune Chinois de 13 ans qui crée un robot. Ce jeune-là, il est appelé par l'État. L'État l'envoie à l'étranger pour avoir une formation très solide sur la création de robots, tout ça. Il termine sa formation, il revient au Sénégal. Comment ça s'appelle en Chine? L'État chinois l'utilise. Mais nous n'avons pas ça. Vous avez énormément de jeunes qui ont créé de faire de belles choses, de belles initiatives, de belles innovations. Mais est-ce qu'ils ont le soutien de l'État, le soutien qu'ils devraient avoir du ministère de l'économie numérique? Voilà ce chantier-là qui doit être exploité et le ministère doit faire des efforts sur ce sujet. Vous parliez de bilan de Cheikh Bakhoum Diomaron à la tête de l'ADIE. On l'écoute à ce propos avant de conclure par Papa Amadou Sarr côté des réfugiés. Le bilan que nous pouvons tirer à la tête de cette structure est plutôt reluisant. Mais ce bilan est reluisant grâce à la vision du chef de l'État, à son engagement personnel, à pouvoir aujourd'hui attirer des investissements importants dans le domaine et vraiment croire au numérique et croire qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est avec le numérique. Et le Sénégal, aujourd'hui, a pris cette option d'investir dans le numérique et de pouvoir en faire un fondement de son plan Sénégal émergent. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'agence de l'informatique de l'État, que j'ai l'honneur de diriger, a un pan important de ces projets numériques. Je peux en citer quelques avec les différents projets e-gov, donc avec la phase 1 jusqu'à la phase 3, qui a permis à notre pays de pouvoir vraiment disposer aujourd'hui de presque 6000 km de fibre optique, ce qui est aujourd'hui inédit pour un pays africain, parce que nous avons pu, pendant toutes ces années, déployer la fibre dans les coins les plus reculés du Sénégal. Donc nous avons la fibre, en tout cas dans la région de Ziguinchor, nous l'avons à Matam, nous l'avons à Tambacounda, nous l'avons à Kaffrine, nous l'avons à Kaolack, Fatick. Vraiment, dans toutes les régions du Sénégal, aujourd'hui, l'État a maillé le territoire en fibre optique, ce qui permet de réduire les distances, ce qui permet à ces structures qui sont dans ces zones de pouvoir travailler dans les mêmes conditions que les personnes qui sont dans la capitale. Donc ce qui quand même entraîne forcément une activité économique beaucoup plus dynamique dans ces zones, en tout cas quelles que soient ces activités par ailleurs. Les gens peuvent commercer beaucoup plus facilement, les produits agricoles peuvent être écoulés beaucoup plus simplement, etc. Donc c'est cela un peu
l'enjeu du numérique. Et c'est pourquoi c'est intéressant de voir après donc tout l'impact que ces investissements vont avoir vraiment sur le développement de nos terroirs. Mais également, au-delà de cette fibre optique que nous avons déployée, nous avons vraiment, grâce à cette fibre, toujours vraiment amélioré la manière de travailler de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, les administrations qui étaient à l'intérieur du pays étaient obligées très souvent de se déplacer sur Dakar pour mener certaines activités. Aujourd'hui, ces activités peuvent être sédentarisées. C'est quand même un gain extrêmement important pour notre pays. Près de 1337 bâtiments administratifs ont été connectés donc, à la fibre optique. Donc, ce qui est inédit pour un pays africain. Et en 2022, nous projetons d'en connecter près de 2000 donc, bâtiments. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le Sénégal est résolument engagé dans le désenclavement numérique, dans le haut débit, partout et pour tous. Nous avons également réussi à matérialiser la volonté du président de la République en construisant le premier data center national au niveau de Diamniadio d'une superficie d'1 hectare avec aujourd'hui une capacité de stockage de 1000 teraoctets. Donc un autre est prévu au niveau de Kaolack pour les besoins de backup d'ici donc 2022, ce qui offre à notre pays une capacité d'être souverain sur le plan d'hébergement de nos données. Donc ce qui est aussi inédit pour un pays africain. À ce niveau-là, le Sénégal quand même a franchi un cap important. Même s'il y a eu l'implication de la Chine sur le data center de Diamniadio. Voilà, dans toutes ces infrastructures, bien évidemment, nous travaillons avec des multinationales, donc qui viennent de la Chine, des États-Unis ou de c'est des choix. De l'Europe, c'est des choix technologiques qu'il faut prendre. Et je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons pris les meilleurs choix qui existent dans le monde, dans chaque segment que nous développons aujourd'hui au Sénégal. Je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'aller faire une visite dans le data center de Diamniadio. Il sera très difficile de trouver un data center de ce niveau en termes de modernité au niveau de l'Afrique. Parce que clairement, nous avons pris l'option de prendre les meilleures technologies que nous avons au niveau mondial. Donc c'est cela qui, en tout cas aujourd'hui, est la réalité au niveau du Sénégal. Et nous appelons vraiment tout le monde, le secteur privé, national, à venir à nos côtés pour qu'on construise vraiment des offres qui pourront attirer des multinationales et vraiment positionner le Sénégal comme un hub technologique où on pourra héberger les applications de la sous-région du continent africain de manière générale. Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE, qui devient donc, Jo Maron, le premier boss de cette Senem SA, la société numérique Senem SA, donc, qui va remplacer l'ADIE. L'ADIE dissoute par le chef de l'État. Comme promis, nous allons conclure ce numéro spécial Cheikh Bakhoum Papa Modou Sarr par ce dernier. Papa Modou Sarr, philosophe à ses heures, littéraire aussi. Je lisais beaucoup, mais je dois l'avouer que... Vous lisez quoi? Je lis beaucoup de choses, je lis beaucoup de romans. Je suis en féru de la littérature, notamment de la littérature française, le romantisme tant que tel. Hugo et les autres?
autres? Victor Hugo, je suis un adepte fou de Hugo, les contemplations. L'histoire de Léopoldine? Léopoldine, effectivement. Ah ben, vous êtes un connaisseur aussi. Donc, Léopoldine, effectivement, qui a trouvé la mort dans la Seine avec son amant ou son mari. Son mari, exactement. Et un de mes poèmes préférés, c'est à Villequier, effectivement, où j'ai été, où repose Villequier. À Villequier. Et bien voilà, donc vous connaissez tout. Il y a aussi, j'ai beaucoup lu François-René de Chateaubriand, qui est le chantre du romantisme. Mais au-delà aussi, je suis un cartésien, un philosophe dans l'âme. J'ai beaucoup lu Jean-Paul Sartre et je continue à les lire car je crois. Si vous aimez Sartre, c'est que vous n'aimez pas Albert Camus, non? Pas forcément. J'ai lu les deux, mais la conception de l'existentialisme de Sartre est beaucoup plus avancée et je partage aussi sa vision du libre arbitre et du destin qu'on se force, qu'on se crée et qui ne s'impose pas à nous. Je suis un existentialiste moi-même. Jo Maron, c'était un plaisir de vous avoir dans ce numéro. Merci beaucoup. Merci Ousmane, merci à tous les auditeurs de iRadio qui nous suivent. Merci vraiment, je vous remercie aussi avec le travail professionnel que vous êtes en train de faire sur le plan vraiment de l'écosystème. Merci infiniment Jo Maron, journaliste d'investigation, spécialiste de TIC, chef du service TIC de la RFM. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce dimanche 13 mars 2022. Amis auditeurs, merci pour la fidélité. Excellent dimanche et excellente semaine.